Alors, voilà. Michael Sans-Laville, je suis très heureux de vous rencontrer par le biais de Skype à l'occasion de la parution de votre deuxième album consacré à San Antonio, le personnage du commissaire de Frédéric Dard, un best-seller en littérature populaire, plus de 200 millions d'exemplaires vendus. C'est un vrai mythe de la littérature populaire, en tout cas pour ceux qui, c'est mon cas, l'ont lu avec passion pendant une grande partie de leur âge de jeune adulte, je dirais. Et je sais, après avoir parcouru la dernière page de l'album, que vous en avez fait vos délices aussi. Alors, première question, à vous qui êtes lyonnais aussi, comme Frédéric a passé aussi une grande partie de sa vie à Lyon, qu'est-ce que représente pour vous Frédéric Dard d'abord, avant de parler de San Antonio? Avant de parler du personnage, bonjour à tous. Donc, San Antonio, pour moi, c'est vraiment un héros de mon enfance. Avant de parler de San Antonio, par exemple, excusez-moi, Frédéric Dard, c'est un auteur très prolifique et en qui j'ai le plus profond respect parce que c'est grâce à lui que je me suis construit adolescent. Et sans m'en rendre compte, puisque je lisais ces ouvrages. Et ce qui me plaît chez cet auteur, c'est que ça a été longtemps un auteur un peu comment dire, euh, qui n'a pas su trouver ses lettres de noblesse au sein du monde littéraire. Donc c'est quelqu'un qu'on a rangé sous l'étiquette d'écrivain, roman de gare, écrivain pour populaire, avec toujours l'idée que sa langue était pas au niveau de celle des grands auteurs parisiens du moment. Et c'est quelque chose dont il a souffert et dont il en a beaucoup parlé tout au long de sa vie, de ses interviews et même à travers son œuvre. Mais c'est aussi quelque chose qui lui a permis de s'affirmer, d'affirmer ses personnages d'une telle façon qu'il n'aurait peut-être pas pu créer tout cet univers si il avait trouvé sa place au sein de l'académie ou je sais pas, au sein des grands auteurs parisiens. Alors, la grande collection de livres classiques, on connaît la Pléiade, il y en a une autre qui s'appelle Bouquin chez Robert Laffont et qui a republié l'intégrale de son œuvre en une quinzaine ou une vingtaine de volumes. Et j'ai lu pour le tome 1 la présentation qu'en faisait, votre image bouge beaucoup, hein, la présentation qu'en faisait François Rivière. Et François Rivière disait notamment que Cocteau avait dit de Frédéric Dard que sa langue en relief aurait pu remplacer le braille. Et donc, comme vous le disiez très bien, Frédéric Dard, qui est dédaigné par une partie de l'intelligentsia française ou francophone, est par ailleurs admiré, il fait l'admiration de grands poètes de la langue comme Jean Cocteau, et lui-même disait de lui, Frédéric Dard disait de lui qu'il était un écrivain forain. Alors qu'est-ce que ces deux anecdotes, dans le fond, évoquent en vous qui êtes aussi un admirateur de Frédéric Dard? Ben, moi, ce qui me plaît, c'est que Frédéric Dard, c'est un trait d'union entre, j'ai envie de dire, pour faire un raccourci, la France d'en bas et la France du petit milieu parisien. C'est-à-dire que quand on creuse, quand on va chercher dans la langue de Frédéric Dard, on s'aperçoit qu'on a affaire à un vrai poète, quoi, à un homme doté d'une grande sensibilité, capable du pire comme du meilleur. Quand je parle du pire, je parle évidemment des scènes grivoises qui jalonnent toute son œuvre. Et le meilleur, ben, c'est les hors-séries qu'il a écrits sous le nom de San Antonio, parce qu'il ne faut pas oublier que Frédéric Dard a passé à une certaine époque, s'est mis à signer tous ses romans, quels qu'ils soient, avec ce de San Antonio.
Ça montre à quel point il a été possédé par son personnage. Et non, pour revenir à son œuvre, ouais, moi c'est ça qui me plaît, c'est que euh, à l'inverse de certains de ses contemporains, les auteurs des SAS, les Jean Bruce, les auteurs comme ça qui ont fait du polar un petit peu, dire, du vrai roman de gare, pour le coup, je pense qu'il y a une seconde lecture chez Frédéric Dard qui n'a pas été forcément tout de suite reconnue, mais qui a permis à des nombreux voyageurs, des gens de partout, je sais pas, des ouvriers, des gens. C'est pas pour rien qu'on retrouve tous ces romans chez nos grands-mères, dans les toilettes, dans les greniers. C'est bien la preuve qu'il a contaminé la France entière à une certaine époque. Et moi, je trouve ça très beau de me dire que cet auteur, avec sa belle langue, a réussi à charmer des gens qui n'auraient peut-être jamais lu de toute leur vie. Alors venons-en, si vous voulez bien, aux deux albums que vous avez publiés chez Casterman et un peu à la manière dont vous vous êtes approprié l'univers de San Antonio et puis les personnages. Alors comment est-ce que vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez fait les choix de retenir tel ou tel personnage et la manière de le représenter dans un album dessiné, dans un album de bande dessinée. Alors, partons des deux principaux, San Antonio, le commissaire, et Berrurier. Comment vous avez fait? Comment est-ce que vous avez dit à un moment donné, ça y est, je les vois? C'est un exercice qui a vraiment pas été difficile à faire, étant donné que je lis San Antonio depuis que je suis petit. C'est des personnages que j'ai eu le temps de construire pendant toute mon enfance et mon adolescence, et du coup, ils se sont vraiment imposés à moi une fois que j'ai dû crayonner une fois que j'ai eu le projet. Donc, c'est des personnages, si vous voulez, j'avais l'essence des personnages, la psychologie des personnages. Il a juste fallu que j'affine un petit peu, que je les caractérise un petit peu en, euh, en réfléchissant un petit peu quand même sur le visage de San Antonio, parce que San Antonio, c'est le héros qu'on ne peut pas représenter parce il est tellement beau, il est tellement iconique. Et donc, bah, pour ce faire, j'ai choisi un personnage, un acteur tout aussi iconique, c'est Alain Delon. Je me suis un peu inspiré des traits de Delon, il a cette beauté féline qui caractérise très bien San Antonio, là où certains autres auteurs qui avaient représenté San Antonio avaient tendance à le raconter, avaient tendance à lui donner des traits euh, un peu plus durs. Le San Antonio de Bouc, par exemple, ou de Gourdon, il a vraiment un physique de boxeur avec plus rude. Moi, j'ai voulu vraiment travailler un personnage avec une grâce, une certaine finesse, quoi. Finesse qui évidemment sera contrebalancée avec le personnage de Berrurier, dans toute sa lui est plus facile peut-être. Hein. Lui est plus facile peut-être à représenter Berrurier. Il est tellement caricatural. Alors, il est plus facile, simplement, il y a quelque chose que je m'évertue à répéter, c'est que si je m'en tenais à la description littérale de Berrurier dans les textes de Frédéric Dard, j'obtiens un monstre de foire, bariolé, taché, édenté, et j'obtiens un personnage qui n'est plus du tout réaliste, qui visuellement ne peut pas s'ancrer dans une réalité montrée, entre guillemets. Donc pour Berrurier, en fait, ce que j'ai mis en avant, c'est sa corpulence, le fait qu'il est immense, c'est un espèce d'ours, Berrurier, plus que l'aspect ivrogne, taché, dégoûtant. Faut, enfin, s'imaginer un personnage en le lisant à travers des pages d'un roman, c'est différent de voir représenter ce personnage. Donc, quelque part, j'ai levé un peu le pied sur la représentation du personnage de Berrurier par rapport aux descriptions de Frédéric Dard pour le rendre crédible, en fait. Mm-hmm.
Alors, il y a d'autres personnages emblématiques que l'on retrouve, comme Achille, le directeur de la police judiciaire, qui dans le dernier album de bande dessinée devient sous-préfet dans un village de Bretagne, de même que San Antonio est désigné commissaire de ce même petit village portuaire de Bretagne. Et toute l'énigme, on ne va pas en parler, l'énigme tourne autour d'un attentat contre un pétrolier ou un navire transportant des matériaux nucléaires, qui est un navire russe, avec des images que vous avez faites de l'abordage de ce cargo par le petit bateau de pêche breton, qui sont de purs chefs-d'œuvre. C'est du Géricault en bande dessinée, tellement c'est magnifique. Et c'est une des vignettes que je mettrai en avant sur le site, tellement on y voit. Peut-être que par là, vous avez réussi à faire, par le dessin, on ressent par là toute la jubilation de Frédéric Dard en train d'imaginer des séquences comme celle-là pour ces personnages romanesques. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment-là, à un certain moment, de vous dire, ça y est, je suis dans la même fièvre que celle qu'a connue Frédéric Dard lorsqu'il écrivait sur sa machine à écrire ces aventures complètement inouïes? Alors, bah oui, effectivement, en décortiquant le roman, en travaillant l'adaptation, en travaillant mon storyboard, effectivement, une fois que tout a été mis en place et que je n'ai eu plus que le dessin à travailler, ça a été un vrai régal. J'imagine qu'une fois Frédéric Dard, que son enquête est écrite, qu'il a sa trame, son twist final. Ensuite, il a tout le loisir de digresser, de s'amuser avec des calembours, des jeux de mots, des descriptions à n'en plus finir. Et ben, de la même façon, moi, j'ai essayé de pousser le dessin encore plus loin que le premier tome, à savoir dessiner des petites blagues un petit peu partout, agrémenter mes cases avec des petites choses généreuses. Et quelque part retrouver la même générosité qui existe dans les romans de Frédéric Dard. Après, en ce qui concerne la mise en scène, je dirais que c'est pas, elle s'est imposée parce que moi, je suis un grand fan de mouvement. J'ai fait des études de dessin animé, donc j'aime beaucoup ce travail du mouvement, des disproportions, des, comment dire, ce dont vous parliez sur cette scène avec le bateau. Un marin rigolerait s'il voyait cette scène parce que le chalutier en question est ridiculement petit par rapport au cargo. Mais pour moi, qui ne suis pas marin pour rien au monde, c'est intéressant de travailler les disproportions. De la même façon que Frédéric Dard n'avait pas un vrai grand souci du détail par rapport à tout ce qui pouvait nuire à sa narration, quoi. Il va pas s'embêter à l'inverse de son collègue qui raconte les aventures de Nestor Burma dans telle rue de Paris avec tel véhicule. Frédéric Dard, il met tout ce genre de détails de côté pour miser tout sur ses personnages et les situations de ses personnages. Et sur la langue aussi. Évidemment, sur la langue, oui. Et c'est un peu enfin peut-être que là, j'extrapole à partir de la lecture de votre deuxième album. Je n'ai pas lu le premier. Oui, il me semble que dans effectivement la scénographie que vous mettez en place au niveau visuel, il y a cette espèce d'inventivité que l'on retrouve dans la langue de liberté, d'anarchie totale dans la langue de Frédéric Dard. On la retrouve peut-être dans l'inventivité des points de vue que vous adoptez. On prend l'exemple de l'abordage du cargo par le petit bateau de pêche, mais il y a d'autres endroits où l'endroit où vous placez la caméra est tout à fait inattendu. Et on sent que là, vous êtes bien amusé. Ah ouais, je me suis carrément bien amusé, mais c'est aussi... comment dire, c'est aussi la rencontre d'un univers, l'univers de Frédéric Dard qui a traversé les générations, mais qui est quand même les grands lecteurs de Frédéric Dard. Ce sont des gens qui ont l'âge de mes parents, par exemple. Ce sont une génération qui n'est pas forcément la mienne. Simplement, moi, j'ai été inspiré j'ai été nourri avec autant de BD franco-belge que de manga, que de cinéma américain.
Et c'est un peu ce mélange, cette rencontre de plusieurs générations qui crée ce mélange, en fait. L'univers de Frédéric Dard avec une mise en scène peut-être beaucoup plus moderne par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un dessinateur classique qui aurait dessiné San Antonio dans... Il y a des BD de San Antonio qui existent, qui ont été faites dans les années 70, 80, et donc on a une mise en scène, une réalisation qui est qui est très, c'est une BD qui appartient à son époque aussi. C'est une façon de faire qu'aujourd'hui on peut dépasser entre guillemets, sans pour autant. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ont fait les premiers dessinateurs sur San Antonio. Simplement, moi, je suis né dans une époque où l'image a été plus que présente, et encore aujourd'hui, l'image partout. Donc c'est vraiment, ce serait dommage de se priver de tous ces choix d'angle de caméra, de mise en scène, de couleurs. Un des premiers, je pense, et un des plus célèbres illustrateurs de San Antonio, je ne pense pas qu'il ait fait de bande dessinée, c'était Dubout. On a, enfin, ma génération en tout cas, a une imagerie qui est associée aux dessins de Dubout, qui sont des dessins très rabelaisiens, je dirais. Exactement. Et presque cartoonesque, j'ai envie de dire. Dubout, et c'est super. Moi, j'ai une grande admiration pour ce dessinateur que j'ai recopié de nombreuses fois quand j'étais petit. Et ben, par rapport au dessin de Dubout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler des personnages un petit peu plus réalistes, quoi, de leur donner un visage plus humain et moins rigolo, si vous voulez. Parce qu'à l'époque, on pouvait rigoler de ces personnages. C'était tellement facile. Frédéric Dard avait un succès fou. San Antonio, tout le monde en parlait, il était partout, donc on pouvait rigoler de ces personnages. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même le désir de leur rendre ces lettres de noblesse, quoi. Donc, je ne veux pas tomber dans la caricature, je ne veux pas salir ces personnages, je veux vraiment les rendre nobles, en quelque sorte. D'où ce Bérurier colossal, plus qu'ivrogne, et ce San Antonio félin, plus que Butor, quoi. C'est vrai, très Alain Delon. D'ailleurs, on reconnaît plusieurs références de comédiens, comme Brigitte Bardot, par exemple, ou d'autres qui m'échappent maintenant, ouais. mais aussi deux ou trois petites références à des personnages de bande dessinée, comme Corto Maltese et le Capitaine Haddock, et j'ai vu un petit peu de Tintin aussi. Ouais. Alors ça, ce sont des petits clins d'œil qui sont très Frédéric Dardiens, je dirais. Frédéric Dard aimait aussi ces petites allusions, de même que les notes en bas de page, où vous expliquez, et donc il y a des notes en bas de page aussi qui commandent certaines des réflexions du personnage de San Antonio. C'est aussi toute une invention qui est finalement très fidèle à l'esprit de Frédéric Dard. Ouais, mais c'est tout à fait ça. C'est une façon de s'amuser avec l'histoire et ses personnages, et c'est une façon, au cinéma, on dirait briser le quatrième mur. C'est une façon de prendre du recul sur les personnages, de rigoler avec eux, et puis bah, une fois que le bouquin est terminé, de s'en souvenir autrement, de se rappeler des têtes caricaturées, de se rappeler qu'on a vu un personnage qui n'aurait pas du tout, qui n'appartient pas à cet univers, par exemple le petit clin d'œil à Doc et Corto Maltese. Voilà, c'est jouer avec tout ça et pousser la blague jusqu'en dehors du bouquin, quoi. Ouais, ouais. Alors, une dernière question avant de clôturer cet entretien, sinon on va être trop long. Concernant l'époque, non seulement l'époque dans laquelle vous avez situé les personnages, on est dans une époque, vous n'avez pas modernisé l'époque, on est plus ou moins dans les années 70, me semble-t-il, 70, 80. Il n'y a pas de GSM, il y a encore un Walkman à bande dans la poche de Marie-Marie, la nièce de Bérurier. Ouais. Et donc ça, c'est la première époque que j'aimerais que vous me commentiez sur vos choix. Et la deuxième époque, c'est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire des lecteurs qui vont découvrir peut-être San Antonio à travers vos deux albums de bande dessinée, et qui peut-être vont ensuite se retourner à l'œuvre initiale, au roman, ce qui me semblerait être un bon cheminement. Alors, si vous pouvez commenter.
Alors, l'époque, en fait, elle n'est pas très précise. Simplement, moi, j'ai voulu que l'époque soit la moins référencée possible, de façon à ce que le pouvoir d'identification soit le plus fort possible. Simplement, je crois personnellement que on rend un récit crédible que si on lui injecte du vécu dedans. Et il y a des tas de références à l'époque de mon enfance, à savoir les années 90. Il y a des BMX à droite à gauche, il y a des voitures. Le Walkman en question, c'est le Oui. Walkman que j'ai eu quand j'étais enfant. Et donc, tout un tas de choses qui rendent ce récit un petit peu plus solide par rapport à mon vécu. Après, je brouille les pistes avec la Jaguar de San Antonio, qui aurait pu être sa vraie voiture dans les années 60 et puis qui est devenue voiture de collection aujourd'hui. Mhm. C'est vraiment, je veux rebuter personne, je veux que tout le monde puisse s'identifier au personnage. Donc c'est pour ça que effectivement, il n'y a pas de smartphone parce que pour moi, un San Antonio qui irait travailler son enquête sur Internet, ça me semble pas tout à fait crédible par rapport au personnage. En revanche, un San Antonio qui téléphone avec les téléphones à cadran des années 80 et 90, ça me semble, Mhm. ça me Tout à semble fait. logique. Voilà. C'est très beau en plus. En plus, je trouve ça place esthétiquement très beau, comme la manière dont vous avez représenté la Bretagne, on en parlait tout à l'heure, et la mer et les ciels à la Vlaminck, comme vous le faites dire Oui, à San Antonio d'ailleurs. Il y a vraiment un travail de peinture, de représentation d'une époque, on dirait très vintage maintenant pour les lecteurs d'aujourd'hui, mais qui fonctionne très bien avec le personnage de San Antonio tel qu'on se le représente à l'époque où Frédéric Dard l'écrivait. Mais alors, sur la deuxième partie de la question, sur à qui pensez-vous qu'avec Casterman, j'imagine que Casterman s'est dit si on fait un San Antonio, c'est qu'il y aura un public pour ce type d'album. Quels sont les échos que vous avez du premier album que vous pouvez enfin, répercuter sur ce qu'on espère pour celui-ci? ben, c'est-à-dire que moi, Casterman, San Antonio pour Casterman, un produit qui entre tout à fait dans un univers qui entre tout à fait dans la lignée de Nestor Burma, Corto Maltese. C'est quelque chose qui est très calibré pour Casterman, avec cette petite touche de modernité, je dis ça en toute modestie, que j'ai pu apporter et que je peux apporter grâce à mon dessin. Et après, évidemment, je me doute bien que San Antonio ne s'adresse pas à un public jeune, il s'adresse à un public euh, un petit peu plus mûr, on va dire. Et puis, ben, moi, je le vois grâce à la série sur laquelle je travaillais aussi chez Casterman en parallèle, Last Man, Ouais. il y a toute une partie de ce public qui s'y intéresse aussi. Et ben, moi, je suis très flatté parce que j'amène San Antonio chez des gens qui n'auraient jamais lu San Antonio, quoi. Je fais découvrir cet univers qui est pour moi colossal et riche en tout point à des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui ont la culture des jeunes, je sais pas, des millennials, comme on les appelle. Voilà. Très Donc, bien. pour partir de là, c'est la passation, c'est une transmission en fait que je veux opérer. Très bien. Michael, sans la ville, on va clôturer cet entretien ici. J'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à se plonger dans ces deux albums. Le premier date d'il y a 3 ou 4 ans, je crois, et puis celui-ci va sortir en juin. Et puis on disait, je pense que c'était oui, il est sorti déjà, pardon. Oui, on est, enfin, avec le confinement, on est dans des temps qui sont devenus vraiment un peu paradoxaux. Alors, la grand-mère de San Antonio, de Frédéric Dard, je crois qu'il s'est beaucoup occupé de lui et qu'il l'a initié à la lecture, disait en le regardant écrire qu'il écrivait en souriant. Et je pense que vous avez dû composer votre album dessiné en souriant, et en tout cas, on le lit avec un bonheur souriant, je voulais vous le dire, et le communiquer à ceux qui nous écoutent, que j'invite à lire cet album, Toutes affaires cessantes. Merci, Michael Sanlaville. À très bientôt alors. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir et merci à tous ceux qui lisent Antonio.